En 1973, Ingmar Bergman est un cinéaste dont la réputation a fait le tour du monde. Monica, Sourire d'une nuit d'été, Les fraises sauvages, Le septième saut, Persona. Pour Bergman, la quête d'un équilibre entre sa vie et son art aura passé par une relation sans cesse renouvelée avec les femmes, qui furent aussi ses actrices. Il y eut Harriet Anderson, Monica, qui ferme les yeux en laissant le soleil tomber sur sa poitrine. Une photo du film que le jeune Jean-Pierre Léaud dérobait à la devanture d'un cinéma dans les 400 coups de Truffaut. Il y eut Ingrid Thulin, mon porte-parole, confia le cinéaste. Et encore Bibi Andersson, celle qui vit la relation la plus conflictuelle avec le réalisateur et qui interprète les rôles les plus énergiques. Il y eut la Norvégienne, Liv Ullmann, double féminin et dépressif de Bergman, notamment dans Persona. Sa carrière internationale prit un nouveau tournant avec sa décision de réaliser elle-même des films, et notamment d'après un scénario de Bergman, Infidèles, qui raconte leur propre vie intime dans le détail, reprenant un épisode déjà abordé dans Scènes de la vie conjugale en 1973. Les relations amoureuses, la difficulté de vivre en couple, sont régulièrement au centre de l'œuvre de Bergman. Bergman se projette dans les caractères d'hommes qui révèlent sa propre dureté et sa méfiance. Il expose son besoin de conquérir une femme, pour compenser l'amour de sa mère, qu'il pense n'avoir jamais obtenu. Il révèle ses crises et ses doutes, son angoisse vis-à-vis de la religion et son envie d'en finir aussi. Ce qui le sauve à chaque fois, peut-être, ce sont ces visages de femmes qu'il aime et qui se confondent, comme se confondent bientôt les sentiments de passion et de haine à l'égard d'une même personne. Jag har aldrig älskat mina barn. Det vet jag nu. Ja, förr trodde jag ju att jag gjorde det. Det gör man väl. Men numera vet jag att jag har aldrig älskat dem. Fast jag har varit en ganska bra mor åt dem i alla fall. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Fast jag inte har känt någonting för dem. En 1986, dans Le visage de Karine, Bergman tourne un court-métrage de 14 minutes consacré à sa mère et qui est composé exclusivement de photographies. Mon rêve serait de faire un long-métrage en un seul plan, de maintenir l'intérêt autour d'un visage pendant 1h30 ou 2. C'est une des grandes leçons qu'il tire du cinéma muet. Dans Les fraises sauvages, le vieux professeur, c'est Victor Sjöström, grand maître du cinéma muet suédois. Un visage, une ombre sur l'écran, qui soudain se tourne et vous regarde, c'est la chose la plus importante dans l'art cinématographique, dit Bergman. Vous pouvez voir les yeux, les milliers de petits muscles, la peau, le nez, et vous n'êtes pas dérangé par le son. Vous pouvez être vous-même créateur. Visage de profil, visage de face, qui forment une combinaison nouvelle. L'être humain se doit d'avoir plusieurs visages. Un visage chez Bergman, c'est aussi son masque. On rencontre ainsi des personnages dont la profession même est d'être en représentation. Acteurs, magiciens, prêtres, musiciens, bouffons. Car ceux qui n'ont pas de masque, et ne peuvent donc se dédoubler, souffrent le martyre. Dans l'impossibilité d'arracher un masque qu'ils n'ont pas. C'est la propre chair de leur visage qui est lacérée. Samma konstanta förställning. Samma förtvivlade försök att vara till lags. Jag har aldrig tänkt, vad är det jag vill? Utan alltid, vad vill han att jag ska vilja? Det där är ju inte någon osjälviskhet som jag trodde förut, utan rena fegheten. Och vad värre är, en fullständig okunnighet om vem jag själv är.
Dans Scènes de la vie conjugale, les marionnettes sont pratiquement limitées à 2 et il y a 6 tableaux. On pourrait dire 6 actes. Le titre du film préfère 6 scènes. Ce sont en tout cas bien des scènes, des lieux. Tout autant que des scènes au sens de scène de ménage. Le salon, la chambre à coucher, la maison de campagne. La règle du jeu est claire. Et l'on comprend bien que tout cela est mis en scène dès l'ouverture du film. Une journaliste pose des questions. Elle serait un peu nous, le spectateur curieux, et place ses sujets bien en face de la caméra. La partie se jouera en 6x2, comme 6x2 amants. À chaque fois, ils seront saisis à des moments clés. Mais on pourra laisser le temps s'écouler, longtemps ou pas. Avec Scènes de la vie conjugale, Bergman profite de tourner pour la télévision afin d'expérimenter une nouvelle façon de faire. Déjà en parallèle à son travail de cinéaste, il ne cesse de mettre en scène pour le théâtre et l'opéra. En 1968, dans L'heure du loup, il fait apparaître le carton générique du titre au milieu même du film, provoquant une rupture qui déstabilise le spectateur. En 1969, pour la télévision, il filme en quelques jours seulement avec une équipe réduite, 4 comédiens dans un décor unique, le rite. La même année, il explore les voies du documentaire avec une caméra 16 mm. Mon île Faro présente son repère, là où il aime se retirer pour écrire, pour tourner quelques-uns de ses films les plus cauchemardesques comme La Honte. En 1971, dans Une passion, il disperse au fil de l'action des interviews de ses acteurs, à qui il demande de livrer leurs impressions sur leurs personnages. À la fin de chaque épisode de Scènes de la vie conjugale, une voix nous énonce le générique et nous prévient. Ni har nu sett 3:e avsnittet av 6 scener ur ett äktenskap. Och det heter Paula. Och medan ni tittar på den här vackra bilden från Fårö så ska jag tala om vilka som har gjort vad. Det är alltså Liv Ullmann och Erland Josephson som har skådespelat. Och Sven Nykvist som har fotograferat. Och hans assistent har Lasse Karlsson varit. Nous étions donc bien dans l'île célèbre où se cache Bergman, où il a déjà tourné plusieurs grands films. Son île, c'est aussi son plateau de cinéma. Ne vous méprenez pas, semble dire la voix. C'est du cinéma. Prenez de la distance. Regardez le tableau d'un peu plus loin. Vous ferez le point au prochain épisode. Le tournage est prévu sur 8 semaines. Le climat enthousiaste de sa réalisation, la pauvreté de ses moyens, font qu'il est bouclé en 6 semaines. Quasiment 1 heure de film tourné chaque semaine. Un exploit. Ce que Bergman a soudain poussé jusque dans ses retranchements, avec cette expérience du feuilleton pour la télévision, c'est la possibilité de s'exprimer très crûment, à la première personne, dans une sorte de psychothérapie filmée. Cette femme et cet homme s'aiment, se déchirent, se retrouvent, mais trouvent les mots contemporains pour le dire en évoquant leur sexualité, avec la liberté permise dans les années 70. Les choses sont dites, ici, frontalement. Le couple filmé en 1973 dans Scènes de la vie conjugale n'a pas disparu. 30 ans plus tard, il est toujours là, autrement. Même si quelques détails clochent. Dans Scènes de la vie conjugale, les enfants du couple se nomment Eva et Karine. Dans Sarabande, ils se nomment Sarah et Martha. Dans Scènes de la vie conjugale, Marianne se remarie à Henrik, que l'on ne voyait jamais. Mais ce Henrik de Scènes de la vie conjugale, il n'en est plus question dans Sarabande. Sinon que dans Sarabande, il existe bien un Henrik. En fait, peu importe la logique. La vérité, c'est qu'un personnage de Bergman ne saurait être autrement que multiple. Le temps et la vérité, son propre regard de chacun. Liv Ullmann nous tend même une photo, hors du temps, une photo impossible, que n'a pu prendre aucun photographe. On commence, ou on revient, avec un plaisir inépuisable vers ce couple qui, comme le cinéaste, comme le spectateur, ne cesse de chercher à maîtriser les règles du jeu. Comment assembler les pièces du puzzle? Och jag undrar nu om jag är räddningslöst förlorad.
om alla de möjligheter till glädje för mig själv och andra som ursprungligen fanns nedlagda i mig är döda, eller om de bara sover och kan väckas till liv. Comment trouver son chemin dans le labyrinthe? En cherchant le lien, le film intime, qui va de ce geste à celui-là encore, puis renvoie à ce regard, à cette question posée, à ce mystère. Chaque film de Bergman est une porte entr'ouverte.